camarades de... Voilà. Je voudrais remercier d'ailleurs le camarade au son à qui j'ai fait réinstaller les choses au dernier moment pour que ce soit pratique. Merci, vraiment. Merci à vous tous d'être là. Oui, on peut l'applaudir. Nous avons 2 heures, ce qui est assez rare. Donc du temps pour pouvoir aborder toutes les questions que nous avons dans la tête. Peut-être aussi, j'espère, un échange avec la salle. Mais en même temps, c'est court parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Si à un moment donné, vous avez une question que je ne pense pas à poser et qui est indispensable pour que vous compreniez, pour que vous puissiez continuer à vous concentrer pour continuer le voyage, vous n'hésitez pas à faire le signe. On n'est pas à la télévision ni à la radio, donc on peut aussi s'adapter et improviser. Voilà, donc je voudrais d'abord donner la parole à Raymond Cubel, que vous connaissez peut-être pas, qui est président de l'amicale du camp du Vernet et qui va peut-être présenter l'ensemble, ce que nous avons vu avant-hier, j'y reviendrai tout à l'heure avec M. Azoulay, ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous ferons ce soir et les expositions. Donc si tu veux commencer juste à présenter ça, Raymond, s'il te plaît. Oui, merci Aline. Bonjour à tout le monde. Donc cette table ronde s'inscrit dans un projet qui est né de la rencontre de 3 personnes autour d'un livre. Ce livre a été écrit par Elios Azoulay, ici présent. Maryse a découvert ce livre. Maryse, quand elle découvre un livre, elle va voir son libraire préféré, Dominique. Et Dominique, quand ça parle de camp de concentration et de dessin, il vient voir son ami d'enfance, Raymond, qui s'occupe du camp de concentration du Vernet d'Ariège. Voilà. Donc, le titre de cet événement qui comprend un spectacle, concert, exposition, table ronde, mémoire de déportation, le tout au pluriel, donc pour évoquer les mémoires des étrangers indésirables, des républicains espagnols, des tziganes et des juifs. Voilà. 4 communautés qui ont subi des enfermements arbitraires, des déportations et une extermination aussi pour les juifs. Voilà. C'était le thème de ce projet. Voilà. Et Raymond, quand il faut animer, il pense à moi, entre autres. Exact. Merci Raymond d'avoir pensé à moi. Alors pourquoi je dis merci parce que c'est important pour moi d'être là. Je suis là, non pas pour faire un métier technique, c'était le mien, je suis là par conviction, je suis là par engagement. Je ne me dis pas française de souche, mais de feuillage. Ma mère était espagnole, mon père de la Haute-Ariège, et moi, je n'ai pas de drapeau, je n'ai pas de frontières. Si j'ai accepté aussi, c'est à cause de l'actualité des mots que tu as prononcés, Raymond. Déportation, étranger, indésirable, bien sûr. Il y avait un troisième que j'oublie avec l'émotion. Parce qu'aujourd'hui, il y a des camps où on enferme des réfugiés, en France, vous le savez. Hein, il y a des centres de rétention où les droits pour y avoir été, les droits minimums qu'ont les prisonniers, eux, ne les ont pas. Il y a des camps comme à Calais, etc. Etc., hélas, n'est pas une manière de passer vite. Il y a aussi des peuples aujourd'hui. Je vais en citer que 2 pour aller vite. Le peuple sahraoui, qui est dans des camps en Algérie, déporté un peu partout, ou disparu, emprisonné et torturé au Maroc. Il y a, par exemple, le peuple Ongana Maniawa en Indonésie, que l'on chasse de ses forêts, que l'on terrorise, que l'on emprisonne, voire que l'on assassine. Et la première entreprise qui est responsable de ça aujourd'hui est française. C'est une entreprise minière pour avoir les ressources pour fabriquer les piles, les batteries de nos voitures électriques.
et c'est l'entreprise Eramet. Il y a des camps aussi au Soudan, au Tchad, et partout ce sont souvent des nomades, encore aujourd'hui, qui sont pourchassés, enfermés, torturés, assassinés. Il y a des camps de Rome, il y a des bidonvilles de Rome qui brûlent, comme à Aubervilliers il y a quelques années. Il y a des camps de Rome en Slovaquie, par exemple le camp de Rákusy. Il y a des murs de ghettos, des murs anti-Rome un peu partout en Europe, des murs en Palestine, au Mexique et ailleurs. Donc voilà, moi si je suis ici, c'est pour cette raison-là, et pour le fait que la mémoire sur laquelle vous travaillez, qu'elle soit celle des guerriers, qu'elle soit celle des tziganes, qu'elle soit celle des juifs, elle est essentielle aujourd'hui à maintenir dans un monde où le révisionnisme n'est plus aussi bondissant qu'à l'époque de Forisson, mais est sous-jacent à toute notre société, qu'il s'agisse de l'histoire des peuples, qu'il s'agisse de notre histoire, de celle de la République, coloniale ou pas, et ou scientifique d'ailleurs. Donc aujourd'hui, il me semble fondamental de travailler sur la mémoire pour ne pas oublier, bien sûr, le passé, pour comprendre ce qu'il a créé et comprendre qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes qui sont toujours à l'œuvre. Et notamment, pour les englober tous, je sais bien qu'après, il y a des différences, celui du racisme et de la peur de l'autre et de l'étranger. Je vais en terminer là sur ma propre présentation et de pourquoi je suis là, donc vous saurez que je parle de quelque part. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, vous aussi tous. Je voudrais citer René Char. La dignité d'un homme seul, cela ne s'aperçoit pas. La dignité de 1000 hommes, ça prend l'allure d'un combat. Et je pense que tous ici, après les combattants du passé, nous sommes en quelque sorte des combattants parce que nous ne faisons pas que du cas par cas comme on nous le demande dans les associations caritatives ou autres, mais nous essayons de montrer structurellement les liens et de poser les luttes en termes de combat pour l'humanité et la dignité des hommes. Voilà, pardon d'avoir pris ce temps-là pour me présenter, mais je n'aurais pas pu parler sinon. Quant à mes origines espagnoles, elles n'ont rien à voir, hélas, avec la grande histoire républicaine, j'aurais aimé. Je l'ai longtemps fait croire quand j'étais adolescente, mais mes grands-parents sont venus pour une histoire d'amour. On leur interdisait dans leur petit village, Suelas de Cepeda, près de Léon, de se marier. Alors ils sont venus le faire à Bordeaux. Voilà, pas de héros dans ma famille. Alors, Raymond, je voudrais d'abord te demander, parce que j'ai été interrogée par ce terme d'étranger indésirable. Est-ce que c'est une nomenclature administrative ? Oui, c'est une nomenclature qui apparaît dès 1938, je pense, novembre 1938, où on parle d'étrangers indésirables, en disant que ces gens-là, l'assignation à domicile ne sera pas suffisante et qu'il faudra les enfermer dans des centres spéciaux. Voilà, c'est venu de là. Et donc, pour ce qui concerne le camp de concentration du Vernet, la première période de février à septembre 1939, ce sont des Espagnols, que des Espagnols, mais qui sont des étrangers indésirables, vu qu'on les enferme. Et ensuite, quand la France déclare la guerre à l'Allemagne, c'est vraiment tout étranger indésirable, et on a recensé, grâce à nos recherches, 75 nationalités des 5 continents. Voilà, donc on peut dire que le monde entier a été interné au camp de concentration du Vernet d'Ariège. Alors, le travail que vous faites au Vernet, que tu fais, enfin, je suppose que tu n'es pas tout seul au Vernet d'Ariège, moi je te connais parce qu'à l'époque, quand tu m'avais contacté, j'étais encore à la radio, et nous avons fait une ou deux émissions, pas plus, je ne crois pas. Mais en tout cas, lorsque nous les avons fait, ce dont je me souviens, c'est qu'autour de moi, les techniciens, les gens disaient « Ah bon, il y avait un camp au Vernet d'Ariège », beaucoup moins connu que ceux qui étaient sur les plages.
Oui, mais de façon générale, cette mémoire-là, on a essayé, enfin on essaie encore de l'enterrer, qu'on en parle le moins possible. Et nous, Pourquoi? parce que par exemple, des gens, parfois, quand ils viennent visiter le camp du Vernet, ils nous disent, mais c'est bizarre, parce que nous, dans le Nord, les camps ne sont pas cachés. J'ai dit, qui c'est qui a construit ces camps dans le Nord? Ils me disent, les Allemands. Mais le Vernet, ça n'a pas été construit par les Allemands, ça n'a pas été construit par des fascistes, comme le croit M. Roussel, ça a été construit par la Troisième République, alors que la France était en paix. Nous n'étions pas en guerre. Donc le premier camp de concentration, ça s'appelle, comme ça on le trouve dans les documents d'archives, c'était à Rieucros, en Lozère. Ensuite, ce camp s'est transformé en camp de concentration pour femmes étrangères, mais les camps d'Argelès, de Barcarès, on parle de camps de concentration tout au long de l'histoire de France. Et après, ça dépend aussi de la volonté politique actuelle et des élus qui veulent en parler ou ne veulent pas en parler. Alors il y a les élus qui veulent ou qui ne veulent pas, ça on connaît l'histoire. On connaît aussi l'histoire des populations, je pense, pour les camps d'Auschwitz, etc., où on dit la vie autour, finalement, continuer. Les Ariégeois autour du camp du Vernet. Pardon, je vais des fois poser des questions qui fâchent, mais je suis ariégeoise. Non, ça ne me fâche pas. Après, je n'ai pas spécialement de réponse, à part que, par exemple, dans un témoignage qui est affiché dans la salle, d'Erwin Blumenfeld, un photographe allemand, juif, quand il arrive en wagon, en train à la gare du Vernet, où il est maltraité jusqu'à se retrouver devant l'entrée du camp du Vernet, qui est symbolisé dans notre exposition. Ceux qui arrivent, ils ont quelques effets, quelques valises. Donc ils sont rangés en randonnion sur la Nationale 20. On les oblige à se mettre nus pour les fouiller jusqu'à la prostate. Et il y a les gens qui passent, qui vaquent à leurs occupations. Voilà, ça s'appelle de la déshumanisation, en fait, où on met les gens en situation. Voilà. Et donc, ils sont maltraités, ils reçoivent des coups de crosse et tout. Et Erwin Blumenfeld écrit qu'est-ce que vous vouliez que nous fassions pour lutter contre des soldats. Il dit c'est la première fois que je voyais autant de soldats français, l'air de dire que quand il a fallu se battre contre les Allemands, il y en avait moins. Voilà. Ce qu'on appelle, un auteur qui m'échappe maintenant, appelle le regard vide qui accompagnait les files énormes des républicains espagnols qui arrivaient ici et dont il a fallu que ces républicains affrontent aussi ces regards vides. Est-ce que c'est nous obliger à un regard entier, responsable, que tu passes une grande partie de ta vie et de ta retraite à travailler sur le camp du Vernet? Mais moi, j'aurais aimé qu'en ce qui concerne le camp du Vernet, il y ait davantage de gens qui regardent et qui prennent des photos notamment, pour qu'à l'heure actuelle, on puisse raconter aussi cette histoire en étant plus documenté d'un point de vue photographique, ce que nous n'avons pas trop au niveau du Vernet. Par contre, nous avons, vous en avez un exemple ici, énormément de dessins qui racontent cette histoire. Cet artiste haïtien, Carlos du Châtelier, comme le dit Fernando, le trésorier de l'Amicale, c'est un reportage de sa vie, de 1939 à 1950, à travers les prisons et le camp du Vernet, ses déportations. Voilà, c'est des dessins qui ont une force aussi. C'est vrai qu'un dessin, c'est aussi important qu'une photo, ça peut être plus juste qu'une photo. Parce que sur une photo, on peut demander au personnage de sourire, même si il n'en a pas envie. Voilà, donc ce travail-là, c'est super intéressant de monter des expositions comme celle-là pour faire reconnaître ce qui s'est passé et ne pas oublier. Mais en même temps aussi, c'est pas triste parce que ça montre que cet artiste et d'autres qui sont passés par le camp, on a une expo à Osato aussi, fait par les artistes indésirables étrangers, ils apportaient du soutien, du réconfort aux personnes qui étaient internées. Ça peut paraître bizarre, mais faire le portrait de quelqu'un qui est enfermé, on peut le lui montrer. Bon, voilà. C'est une forme de solidarité et d'expression et de dire qu'on résiste
malgré tout, en créant. C'est-à-dire que, voilà. C'est aussi un témoignage. Alors, si vous ne l'avez pas vu, l'exposition, franchement, allez-y. Est-ce qu'elle est ouverte demain encore? Le dimanche, non, mais tous les jours, sauf le dimanche, jusqu'au 23 septembre. Voilà. C'est bouleversant par le talent, mais par le témoignage aussi. Vraiment, juste dernière question, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'archives, alors là, officielles pour le coup, de préfecture, à explorer, à travailler? Aux archives départementales, 2 fois sur le camp de concentration du d'Ariège, il y a 500 mètres d'archives en linéaire. C'est le plus grand réservoir d'archives concernant un camp. Et on en a exploité beaucoup de ces archives. Je ne pourrais pas vous dire la quantité, mais plus de la moitié. Et grâce à ce travail d'histoire et de mémoire, on a pu identifier 30 000 personnes qui ont été internées dans ce camp de concentration, et on estime qu'il y en a eu 35 000 qui ont été internées. Donc il nous en manque 5 000. Et on travaille aussi avec les archives nationales et les archives d'autres départements. Voilà. Merci Raymond. Bon, après, vous pouvez revenir sur les autres intervenants. Est-ce que tu peux passer le micro à ton voisin, Henri Farni, qui est président de l'amicale des anciens guerrilleros espagnols en France. Henri, il y a vraiment besoin de continuer le travail d'archives, hein, il vient de le dire. Au niveau des guerrilleros, c'est la même chose. D'ailleurs, une actualité pas si ancienne a fait, j'ai écouté ça il y a 2 jours en podcast sur France Culture, a fait la une un peu de la presse lorsqu'on a mis une plaque à Foix en l'honneur. Alors moi je vais lui donner non pas son nom de code, parce que comme ça on sait de qui on parle, de Bijard. Voilà, cette mémoire elle est encore vive, si je peux dire. Oui, là c'est un exemple de mémoire ou de fait historique, mémoire blessée, fait historique déformé. Il est quand même époustouflant, pour employer un terme sympathique, que Foix, qui est l'unique préfecture dont les Espagnols revendiquent humblement, enfin, et nous évidemment ne sommes pas les combattants de l'époque, mais tout citoyen qui est ici peut savoir et comme nous réagir pour défendre la vérité historique. La seule préfecture de France qui a été donc libérée par le combat des Espagnols résistants, c'est Foix. Alors ça tombe mal donc que ça soit à Foix que le maire ait choisi donc de bafouer cette histoire en disant que la plaque elle explique que Bijard donc à lui tout seul a libéré Foix il a battu la garnison allemande, il a libéré la ville, enfin c'est Superman, enfin, c'est à la fois pour un maire qui est un ancien enseignant, c'est d'une, comment dire, c'est bête quoi, parce qu'on ne peut pas expliquer qu'on libère une ville, un homme. Il était un jeune lieutenant, Bijard, il a été parachuté lui tout sur un maquis espagnol. Pendant un moment il a cru que c'était ligne franquiste, non, il a été accueilli notamment par le commandant espagnol qui s'appelait Royo, le commandant de Royo. Et donc c'est terrible et ça témoigne de l'actualité du travail d'histoire qu'accomplissent les associations, les diverses associations, hein, de tziganes, de juifs, d'indésirables de toutes obédiences et d'espagnols. On doit travailler l'histoire pour la connaître, la partager, ce n'est jamais fini, c'est toujours à compléter. Et là, c'est vraiment une souillure qu'il y ait une telle plaque à Foix disant que c'est Bijard qui a libéré Foix. Vous n'avez pas eu gain de cause? Non, on n'a pas eu gain de cause, mais on ne lâche pas l'affaire, comme on dit. L'an prochain, le 19 août, ça sera les 80 ans de la libération de Foix. Nous avons déjà manifesté donc, plusieurs fois à Foix avec le concours d'associations espagnoles qui sont venues exprès. Et bon, nous espérons que d'ici le 19 août, plein de choses se passeront, mais le 19 août de l'an prochain, nous en aurons aussi un grand coup. Alors, je voudrais, si tu le permets Aline, mais tu me coupes si je suis trop long, donc sur pourquoi les Espagnols. Bon, on est ici avec des gens qui représentent différentes communautés qui ont subi le même sort
c'est-à-dire la répression, donc soit parce qu'elles étaient, donc on les considérait comme une race à part, inférieure, ou dominante, etc., par répression ethnique ou raciste, soit par répression pour fait de résistance. Mais c'est notre même combat commun. Donc je veux saluer ici en commençant les amis Elios Azoulay qui interviennent, on va dire comme ça, pour la communauté juive, Joseph Temba, que je connais bien pour la communauté de Tziganes, mes amis du Vernet pour tous les indésirables, et en particulier, bon, lui, donc Raymond, il est fils espagnol, José Cubeix. Donc, ce que je vais dire sur les Espagnols, en 3 phrases, c'est ceci. La déportation des Espagnols, comme la déportation en général, ce n'est pas une histoire terminée dans la transcription. Moi, de toute ma vie, j'ai entendu mes parents, les parents de mes copains en parler, mais puis après, toute ma vie, j'ai été pillé par la République comme professeur, enseignant-chercheur, toute ma vie, 43 ans, et je suis non seulement indigné qu'on puisse mettre des choses, comme j'ai dit, à foi, mais je suis indigné aussi que quand on va dans les archives, et depuis quelques années nous y allons beaucoup, souvent, on trouve plein de choses qui éclairent et qui montrent que la transcription publique, elle est faible. Il y a plein de noms de gens qui ont été déportés qui ne sont pas encore dans le livre mémorial, œuvre titanesque de la Fondation pour la mémoire de la déportation, qui a des grands mérites, mais il y en a plein qui manquent, des noms. Il y a dans le livre mémorial espagnol, qui est l'équivalent, qui est sorti en 2006, celui de la FMD, là c'est en 2004, il manque plein de noms. Donc il y a du travail à faire, c'est pas la faute de ceux qui ont déjà produit ces livres, hein. C'est simplement qu'il y a du travail à faire, beaucoup. Nous-mêmes, notre association, il y a une quinzaine d'années, donc en fouillant dans les archives de l'Ariège, on a trouvé 68 noms qui s'ajoutaient aux 340 environ, un peu moins, qui étaient connus comme étant dans le train fantôme qui s'est constitué ici au Vernet le 30 juin, départ de Toulouse le 3 juillet, sur 403 partants, 68 noms. Et la manière dont on a trouvé ces 68 noms, c'est un petit TP, un travail pratique qu'on pourrait partager avec des étudiants de première année d'histoire pour leur montrer comment on a fait. C'était pas génial, je ne peux pas le raconter ici, mais c'est extrêmement probable. Donc, si on pouvait, en travaillant de façon militante, en fouillant dans les archives, trouver ces 68 noms, et on a mis 4 ans à faire que ça soit transcrit dans le livre mémorial français de la FMD, donc en 2014. Donc il y a du travail à faire. Les noms, mais les convois aussi. Les convois, pour me limiter à des convois qui sont partis d'ici, il y a un convoi qui s'est constitué. Bon, le dernier convoi de la communauté juive du Vernet, c'est début mai 1944. La date précise ne me revient pas, mais il y a eu un autre convoi, mais c'est le 27 mai, avec 350 personnes à peu près. C'est ce convoi qui, pour les 2 tiers, a fini à Aurigny, un lieu qui n'est pas connu, le camp de concentration d'Aurigny. En anglais, c'est Alderney. Aurigny, une des îles anglo-normandes. Le Châtelier a été à Aurigny, là-bas. Et ce camp, enfin, cette île qu'on appelait l'île du diable, qui la connaît? Or, donc, il y a un convoi, 350 personnes, dont les 2 tiers ont été à Aurigny. Ils sont arrivés quand? Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Je m'arrête là parce qu'il y aurait des choses à raconter, tu le diras peut-être. Donc, ce convoi de 350 personnes, l'autre tiers a été à Dachau, mais vous ne le trouvez dans aucun livre. Dans aucun livre, à part ceux qu'on a écrits nous-mêmes avec mon frère en 2009, on en a publié un, donc on en parle longuement. Mais vous ne trouvez pas non plus le convoi du 20 juin 1944, où il y avait 43 personnes. Mais c'était des cadres de la résistance en général. Parmi les 43, il y avait 20 Espagnols, il y en avait un qui s'appelait José Cubeix, ton père. Et José Cubeix, donc, il est emporté, après être sorti de Saint-Michel, il a passé pratiquement 18 mois à Saint-Michel, la prison de Saint-Michel, pour fait de résistance. Quand il en sort, on le met au Vernet, et lors d'un transfert à Lyon, avec d'autres compagnons, 2 ou 3, il s'évade, il reprend le combat, il finit sergent-chef avec plus ou moins reconnaissance de la nation. Voilà, donc José Cubeix. Mais le camp où allait ce convoi, quelques années plus tard, après avoir publié le livre où on parlait de ce qu'on avait déjà trouvé, etc., on a su, par un hasard que je ne peux pas raconter, mais qui mériterait 10 minutes d'explication, on a su, par l'un de ceux qui étaient ses compagnons qui ne se sont pas échappés, que c'était près d'Auschwitz qu'il a abouti à Heidebreck, qui a changé de nom maintenant en polonais, ça se dit, c'était difficile à prononcer,
dit Aragon dans d'autres circonstances. Donc un convoi qui part le 20 juin 1943 et qui va finir, 44 pardon, et qui va finir donc en Pologne, à côté d'Auschwitz. C'est à ça que ton père a échappé. Celui qui a raconté ça, en le gravant sur un briquet, parce qu'il était graveur de métier, il avait tout noté sur un briquet, hein. Donc les détails, on l'a retrouvé des années après à Barcelone, ce briquet, c'est une espèce de pierre de Rosette, si vous voulez. On n'a pas eu encore la force de raconter cette histoire, à part quelques articles par-ci par-là. Donc vous voyez, des noms oubliés, des convois oubliés et des circonstances oubliées. Un mot pour dire qu'il n'y a pas que les camps du Reich, il y a les camps d'Afrique du Nord, peut-être que tu vas dire un mot. Sur les camps du Reich, deux particularités concernant les Espagnols qui sont très peu connues. Il y a quelques années, il y a 7-8 ans, lors d'une grande réunion avec le président du CRIF national à Toulouse, en présence de, comment s'appelait le sénateur que vous avez ici, Jean-Pierre Bel, le président du Sénat. Donc, j'ai expliqué au président du CRIF, qui ne le savait pas, que le premier convoi parti de France avec des civils vers Mauthausen, c'est le 20 août 1940 depuis Angoulême. Il y avait 927 personnes dedans. Le 20 août 1940, ils sont arrivés le 24. Ils ne le savaient pas. Et pourtant, c'est des gens qui s'intéressent bien à cette histoire de la déportation. Évidemment, il en a tenu compte par la suite. Et quand ils sont arrivés là, le 24 août là-bas, je ne raconte pas d'autres aspects parce qu'on n'a pas le temps, il y avait déjà des Espagnols. Mais qui étaient ces Espagnols qui étaient déjà là? Eh bien, c'était des gens, des PME de l'époque. Les PME, c'était les prestataires militaires étrangers, pas les PME auxquels vous songez, c'est-à-dire des gens qu'on avait réquisitionnés. On ne leur avait pas confié de fusil, mais une pelle ou une pioche pour aller sur la ligne Maginot. Quand ils ont été ramassés, on les a mis avec les prisonniers français dans des stalacs, comme on dit, mais dès qu'on a reçu, enfin les Allemands ont vu que c'était des Espagnols, ils les ont fourgués à Mauthausen à partir du 6 août 1940. Donc voilà, ça c'est les premiers Espagnols à Mauthausen. Les civils dont je parlais, c'est le premier convoi civil d'Europe occidentale vers les camps du Reich. Tout ça, ce n'est pas connu. Et donc, il y a beaucoup d'aspects comme ça qu'il faut creuser, les raconter, pour après s'interroger sur pourquoi ils ont été mis là-bas. Les uns, parce qu'ils ont été recueillis comme auxiliaires de l'armée française, les PME. Les autres, parce qu'ils étaient à Angoulême, c'était des Espagnols rouges, indésirables par définition. Ils n'avaient rien fait. Ce n'étaient pas des hommes mûrs, c'était ou des vieillards, ou des femmes, des jeunes, à partir de 13 ans. Bon. Le troisième groupe d'Espagnols qui a été à Mauthausen et ailleurs, à Dachau, à Ravensbrück, à Buchenwald, c'est des Espagnols résistants. Et là, on a des Espagnols résistants qui sont capturés dès 1941, 1942 davantage, 1943 en grossissant, et qui vont soit à Mauthausen, soit à Buchenwald ou d'autres camps. Et donc là, il y a beaucoup à raconter qui n'est pas connu, et je termine sur le retour au propos que tu as introduit, Aline, avec ces vers ou cette prose de René Char à propos de la dignité des hommes. C'est que cette dignité des hommes, oui, aujourd'hui, on a besoin de connaître les mérites, enfin, les sacrifices, les malheurs, les injustices d'autrefois, les mérites de ces gens, parce que ces gens-là, souvent, ont été des citoyens du monde, comme tu as dit toi-même en parlant de toi, et ils se sont mouillés la chemise, ils n'étaient même pas dans leur pays. Et quand ils se font capturer, c'est pour défendre la liberté de tous. Donc, il est important qu'on travaille l'histoire pour mieux la connaître, pour la transcrire correctement, pour dire qu'en toute chose, les connaissances doivent être produites collectivement de façon plurielle, mais avec rigueur. Ça manque beaucoup aujourd'hui. Et puis, ça permet, en effet, de se préoccuper de ce qui se passe en Espagne, en France. L'Espagne et les républicains espagnols, elle est très fragile aujourd'hui, hein, parce que les gens qui ont provoqué tous ces événements tragiques là, des années 40-45, ils relèvent drôlement la tête partout, en Espagne, en France. En Espagne, c'est très juste, hein, je ne peux pas rentrer dans les détails. Donc, merci d'avoir organisé cette réunion, et donc on va continuer à travailler tous ensemble. Merci Henri. Ah oui, si vous voulez applaudir. Oui,